Bon ben voilà, une fois de plus, j'ai pas le temps de cuisiner. Ou alors c'est peut-être la flemme. Allez hop, une tranche de jambon, un bout de pain. En 30 secondes chrono, voici le hamburger des Français. Chaque jour, on mange plus de 2 millions de jambon beurre. Le jambon, vous savez ce truc rose que notre maman coupait en lamelles pendant qu'on fabriquait des moulins à eau. Ne passons pas à côté des choses simples. Ce produit du terroir qu'ils mettent des jours à cuisiner. Ben finalement, je me dis qu'en un siècle, rien n'a vraiment changé. Même les plus grandes stars en raffolent. Sa cuisson au degré près pour être très précis. Je l'aime. Découvrez le premium. Et puis la charcuterie, c'est fun. On peut se faire plein d'amis. C'est marrant, mais dans toutes ces pubs, il y en a un qu'on ne montre jamais. Le cochon. Bizarre, non? C'est bon d'avoir les boules. Qu'est-ce qui se cache derrière la viande la plus consommée en France? Vous aimez le jambon? Vous savez comment c'est fait? Vous êtes sûr? Vous savez combien ça gagne un éleveur? C'est quand la dernière fois que vous avez vu un cochon? Bon ok, moi j'avoue, je suis même pas sûre d'en avoir déjà vu un en vrai. Alors je me suis dit qu'il était temps de tout reprendre à zéro. Et j'ai appelé les principaux acteurs de la filière porcine. Je suis journaliste et je prépare un documentaire sur le cochon. Et en fait, j'aimerais pouvoir tourner dans un élevage. Et là, j'ai eu l'impression de poser cette question. Bonjour, est-ce que vous pouvez me passer Barack Obama? C'est pour une interview. Car ça avait l'air bien compliqué. C'est pas simple de rentrer dans les élevages, filmer, donc faut que je vois avec les personnes concernées. C'est des agriculteurs, ils aiment pas ça. On veut quand même avoir des renseignements justement sur votre intention, cachée ou non cachée. On va écouter, je vais prendre vos coordonnées, on va vous rappeler. J'ai envoyé des dizaines de mails, laissé une trentaine de messages. Et rien, nada, walou. Non, je suis méchante. Mes interlocuteurs ont écrit à tous les éleveurs de France pour leur donner un bon conseil. Nous sommes sollicités par une journaliste de Nilaya Productions pour France 2, qui souhaite réaliser un documentaire sur la filière porcine. Nous vous invitons à la plus grande vigilance et vous recommandons de ne pas donner suite à ces sollicitations. Alors comme ça, on veut pas me voir. Bougez pas, j'arrive. Direction le pays du cochon, la Bretagne. On y élève 8 millions de porcs. C'est 2 fois plus que le nombre d'habitants. Pourtant, par la fenêtre, des vaches, des fermes, encore des vaches, mais pas le moindre cochon à l'horizon. J'ai peut-être une chance d'en voir un à Rennes, dans les allées du Space. C'est le grand salon annuel des professionnels de l'élevage. Excusez-moi, monsieur, vous savez où je peux trouver les cochons? Je sais pas. Excusez-moi, je cherche les cochons. Ah, les cochons, c'est pas ici, hein. Ah, les cochons, je sais pas. Les cochons, les porcs, ça doit être... Je sais qu'il y a des moutons par là, mais après... Bon, d'accord. Non, il n'y a pas de cochon ici. Et pourquoi? Non, parce que... pas de cochon. Il y a peut-être Yves, un gros cochon, mais... Tu serais de mauvaise langue, quoi. Donc vous êtes là, D'accord. et c'est là. Ah, il n'y a pas de cochon. Ah, pourquoi il n'y a pas de cochons? Parce que sanitairement, il n'y a jamais de cochon en place. Et pourquoi c'est compliqué, en fait? Parce que ça véhicule plus de maladies que des vaches, et puis voilà. D'accord, mais au salon de l'agriculture, il y en a des cochons? Oui. Et alors pourquoi il n'y en a pas ici? C'est un petit peu différent. Quand ils sortent de la salon de l'agriculture, ils sont tous euthanasiés. Ah bon? Ouais. Parce que prévu sanitairement. Ah, parce que parce qu'en gros, ils ont eu trop de microbes ou tout ça? Voilà, les microbes dans la porcherie, c'est infect, donc ils n'ont pas le droit de re-rentrer. Donc les petits cochons qu'on voit au salon de l'agriculture, après, hop, c'est fini. Ouais. Ou ils sont vendus pour des particuliers ou c'est quick. Tiens, les cochons sont trop fragiles pour venir au salon. Ça n'a pas l'air simple d'élever des porcs. Bon, pas de cochons, mais a priori, je suis au bon endroit pour en apprendre plus sur ma tranche de jambon. Coopérative, éleveurs, tout le gratin de la filière porcine est là. Mais ne vous fiez pas au sourire, au petit four et au champagne, la filière traverse une grave crise. La production est en baisse, la concurrence européenne redouble, des centaines d'emplois sont menacés.
Pour ne rien arranger, le secteur a mauvaise presse. On l'accuse de polluer, de manquer de transparence. Alors la priorité en ce moment n'est pas vraiment de parler aux journalistes. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vos coordonnées. Mais alors ça fait un petit bout de temps quand même que je demande. Je suis finalement tombée sur une personne chargée d'informer les Français sur tout ce qui concerne le port. Ce qui est drôle, c'est que ce monsieur est aussi l'un de ceux qui a conseillé aux éleveurs de ne pas me parler. Et en fait, il y a eu un mail qui a circulé pour me dire qu'il ne fallait pas me parler. Je vais vous dire simplement pourquoi, il n'y a pas de problème, je vais devant la caméra. C'est qu'aujourd'hui, avec les journalistes, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'entre nous, ce qu'on veut bien vous dire et ce que vous retransmettez, c'est complètement différent. Là. Comme quoi, par exemple? Tout à fait, il y a des émissions. Je sais pas, on voit souvent, c'est pas spécialement faux. Si c'est dit, c'est pas spécialement faux. Mais il y a des choses, c'est très orienté. Si vous voulez, moi je veux bien un dialogue. À un moment donné, je veux voir à quoi ressemble un élevage. Si je vois pas, moi je peux pas, vous voyez, je peux pas juger. Mais je pense que la méthode de se parler comme ça est mieux que d'envoyer un mail à tout le monde en disant ne nous parlons pas. Voilà. Et ne parlez surtout pas à cette journaliste. Donc, est-ce que je peux avoir votre engagement comme quoi on pourra aller ensemble visiter un élevage L'engagement là, tout de suite comme ça, parce que je ne suis pas non plus le seul à prendre, mais je m'engage à essayer de trouver un élevage conventionnel. Je vous donne ma carte, vous me rappelez... je ne vous dis pas 100% sûr, mais je fais tout pour trouver quelqu'un. Vous n'allez pas renvoyer un autre mail? Non, c'est bon. D'accord. Ok, merci. Bon, à votre avis, ça a donné quoi? Gagné. Toujours rien. Alors pour trouver des cochons, demi-tour. J'ai quitté la Bretagne pour les Ardennes, à 600 km de là. Sur les 20 000 éleveurs français, ça a été dur, mais j'ai fini par en trouver un qui accepte de m'ouvrir ses portes. Dans cette grande ferme, Damien élève des porcs depuis 14 ans. Bonjour. Très gentiment, en toute transparence, il va me montrer ce que les responsables de la filière n'ont pas voulu que je voie. Un élevage intensif. C'est comme ça que sont produits 95% des porcs qui finissent dans notre assiette. Donc en fait, ça commence là. Oui, tout ce qui est bâtiment rouge en briques, et puis le bâtiment qui vient d'être fait là-bas au bout. Donc là-bas, c'est tout ce qui est parti détruit, ça, les reproducteurs. Voilà pourquoi on ne les voit jamais. Les cochons passent toute leur vie enfermés dans des bâtiments. Okay. C'est un élevage qui est considéré comme grand déjà ou... Ah, c'est déjà important, oui. Et en tout, ça veut dire qu'il y a combien d'animaux dans ce bâtiment? Au total, ça fera, quand le bâtiment sera plein, il y aura 6400, entre 6400 et 6500 animaux en permanence. On les entend d'ici, les porcs? Eh oui, ouais. Eh oui, on les entend. On va les voir. On va les voir. Une porcherie, c'est d'abord des centaines de mètres de couloirs. Et l'odeur, là, qu'on sent quand on arrive, elle est forte, hein, quand même. Je ne sens rien. Vous sentez plus? Mais ça sent fort. Moi, je ne sens rien du tout. Dans cet élevage, il y a 10 salles d'engraissement comme celle-ci. Dans chacune d'elles, 180 porcs, 15 animaux par case. Chaque cochon dispose de 80 cm² pour vivre. C'est conforme à la réglementation. Ils sont élevés sur une grille en béton ajourée qu'on appelle un caillebotis, un dispositif conçu pour laisser passer leur déjection. Là, je regarde si tout le monde va bien, si tout le monde se lève, et puis s'il n'y a pas de déjection dans les bacs. Tous les matins, c'est la même chanson. Le fait qu'ils soient comme ça en groupe et qu'ils ne bougent pas beaucoup, ça leur permet aussi de s'engraisser plus vite, du coup. Ah bah oui, ça... Ils font pas beaucoup de mouvements, quoi. Ils se lèvent, ils mangent et puis ils se recouchent, quoi. Et donc ça permet... une croissance plus vite. Ah bah, et lui, alors? Lui, il veut vous dire bonjour. Damien aime son métier. Il est fier de sa porcherie. Avec ses associés, il vient de s'endetter pour s'offrir ses installations dernier cri. Dans quelques mois, il sera capable de produire 12 000 porcs par an. Pour donner naissance à tous ces cochons, il faut des truies. Beaucoup de truies. En voici 125 qui viennent d'être artificiellement inséminés. Ces truies passent la moitié de leur vie entre deux rangées de barreaux. Pourquoi là, elles sont comme ça dans des cages? Elles n'ont pas beaucoup d'espace là, hein? Ben là, c'est pour pouvoir les inséminer en toute tranquillité, quoi. Pour faire bien notre travail.
Puis normalement, faut pas qu'elle bouge. Faut le temps que les embryons s'accrochent bien. Ouais, donc en fait, elles peuvent juste se coucher et c'est tout. Manger. Et puis manger, Voilà. c'est tout quoi. Moi, ça me dérange quand je vois une truie comme ça en cage ou quand je vois les porcs en engraissement qui sont les uns sur les autres. Ça me choque un peu, quoi, parce qu'ils sont... Ouais, mais bon, les porcs sont pas malheureux, hein. Ouais, enfin, c'est pas rigolo. Vous voyez, vous, dans une cage comme ça? Ah, ben maintenant, je dis, c'est l'élevage, c'est comme ça. Ouais, vous, On est dans les normes. On est dans les normes. Il n'y a rien à dire. Damien respecte la norme et applique un modèle de production pensé jusque dans ses moindres détails. Pour produire notre tranche de jambon au meilleur prix, tout a été rationalisé. Chaque année, une truie a 2 ou 3 portées. 35 porcelets au total. Après 3 ans de carrière, elle finira à l'abattoir. Mais si elle ne donne pas satisfaction, elle risque d'y aller beaucoup plus tôt. Comme la truie numéro 163, qui n'est pas en grande forme. Les mères, allez. Ça, c'est réformé, ça. Ah, parce qu'elle a les pattes... Elle a mal aux pattes. Elle a de l'arthrite, pas les pattes. Vous voyez, c'est déjà une truc qui va être à sa 7e portée, donc sa carrière est quasi finie. Ouais, en fait, il faut qu'elle soit performante, sinon vous les gardez pas, quoi. Ouais, ben ça, je peux pas garder ça. Je peux pas avoir une truc comme ça dans l'élevage. Je peux pas être tous les jours auprès d'elle, passer 2 heures auprès d'elle, lui donner à manger dans la seau, la gratter derrière les oreilles. Ah non. Comme ça. Sa carrière est faite. C'est dur quand même, je trouve, hein, comme système. C'est comme ça, faut pas faire le sentiment. Ouais. Non, mais c'est comme ça que ça marche, sinon, vous n'en sortez pas. Cette semaine, les truies ont donné naissance à 600 porcelets. Mais dans les premiers jours, tous ne survivent pas. Pour en garder le plus possible, il faut aider les plus faibles et surtout adapter les animaux au système de production. L'éleveur commence par les désinfecter. Baptiste, l'unique employé de Damien, est chargé, lui, des interventions sur les porcelets, âgés d'à peine quelques heures. Qu'est-ce que vous lui faites, là? Alors, je dois lui meuler les dents, parce qu'à la naissance, les porcelets ont des dents, contrairement au bébé. Et avec leurs dents, ils vont mordre les tétines, jusqu'à des nécroses, ce qui est très désagréable pour la maman. Et ils se battent aussi pour la mamelle, donc je suis obligé de les meuler pour éviter ça. C'est juste la pointe. Donc après ça, ce que je lui donne, c'est un produit pour éviter les diarrhées. Ça, c'est une injection intramusculaire de fer. Tous les porcelets à la naissance sont carencés en fer. Donc ça, c'est pour les aider aussi, c'est un supplément. Et puis je termine par couper la queue. Et pourquoi vous lui coupez la queue? Ça lui fait pas mal, ça? Alors, Un peu, hein. Et pourquoi vous lui coupez la queue, alors? Alors, parce qu'arrivé en engraissement, on risque d'avoir des problèmes de cannibalisme. Donc, ils vont se manger la queue jusqu'au jambon. Pourquoi ils se mangent la queue? Ici, ils sont enfermés, ils sont 15-16 par case, comme vous avez dû le voir. Il n'y a pas grand-chose pour s'amuser. Donc, leur seul truc, c'est de mordre. Donc, il faut éviter ça, à tout prix. Je peux en prendre un? Oui, allez-y. Ça doit être assez impressionnant pour vous. Ah bah de voir ça, oui. Bah ça... Ça fait un peu barbare, non? Un peu. Pour la personne qui ne connaît pas, c'est sûr que... Et je sais que c'est pas... Ils ont pas mal, hein. Là, dans 1 heure, tout le monde boit, tout le monde dort, tout le monde est bien. Ouais, c'est un peu violent de leur arriver dans le monde, quand même. C'est pas très tendre pour nous non plus, on prend une claque sur les fesses en naissant. Vu comme ça. Mais on vous coupe pas la queue, ça, pardon, je me permets. Dans 1 semaine, les mâles seront castrés, sans anesthésie. On fait ça pour éviter de donner un mauvais goût à la viande. Voilà le genre de choses que l'industrie du porc n'aime pas montrer. C'est sûr qu'une vie de cochon, ça ne fait pas rêver le consommateur.
Après 3 semaines d'un sevrage express, une vie de cochon, ça va vite. Très vite. Manger, dormir, grossir. Manger, dormir, grossir. Les cochons ont une espérance de vie de 25 ans, mais sont abattus à l'âge de 6 mois. Élever des porcs, ça se fait désormais avec une calculette à la main. En bon chef d'entreprise, Damien a des objectifs à tenir. Alors là, j'ai un logiciel exprès pour que j'ai mes performances de truie. Donc vous voyez, une truie là, elle a fait 11 nez vifs, donc elle devrait être à 13, 13,5. Donc ceux-là, ça a surveillé, tous ces truies-là, ça a surveillé en rouge. Celle-là, 16, ça c'est des bonnes. 14, 16, 15, ça c'est rentable. Ceux-là, là, si ça continue comme ça, abattoir. Toute cette technologie, j'imagine que ça coûte très cher. Ah oui, ça se paye, oui, c'est sûr. Vous avez investi combien, par exemple, vous Pour la nouvelle porcherie, là, on vient d'investir 1 800 000. Et comment on fait pour financer 1 800 000 euros? Comment on fait? On fait, il faut sortir du porc, à moindre coût. Produire du porc à moindre coût. Tout l'élevage industriel repose sur cette course à la rentabilité. Et le nerf de la guerre, c'est l'alimentation. Cet éleveur a de la chance, il fait des économies en produisant la majorité des céréales qu'il donne à ses animaux. Blé, colza, soja, minéraux, le dosage de ce qu'on appelle la soupe est géré par ordinateur, au gramme près. Grâce à des kilomètres de tuyaux, la nourriture est ensuite distribuée aux cochons 3 fois par jour. Mais dans la soupe, il y a parfois autre chose que des céréales. Les éleveurs ajoutent de temps en temps des médicaments, notamment des antibiotiques. Les bâtiments clos, la promiscuité, rendent les animaux fragiles. Un cochon malade, et c'est tout l'élevage qui peut être contaminé en un rien de temps. On peut se passer d'antibiotiques dans un élevage ou pas? Il faut... Les mises bas, on est obligé de piquer après les mises bas, donc ça, on ne peut pas y échapper. Hein. Ouais, donc on est obligé, vous êtes obligé d'utiliser des antibiotiques. Ça, c'est sûr. Ça, la grippe, tout ça, on est obligé de piquer. Enfin, pas piquer, c'est du produit qu'on met dans le manger. Pour passer, il faut faire passer, quoi, la grippe. Comme nous, hein, quand on est malade, on va chez le médecin. Et le médecin nous met ses antibiotiques. Hein. Le cochon, c'est pareil. Un élevage aujourd'hui qui vous dit qu'il ne tourne pas aux antibiotiques, c'est que c'est un menteur. Oui, parce que c'est ce qu'on entend beaucoup. Il y a des gens qui disent maintenant on n'a plus... Il y a toujours des antibiotiques dans l'élevage. Ça, c'est sûr. C'est un des grands tabous de l'industrie porcine. La filière s'est engagée à réduire considérablement la quantité d'antibiotiques dans les élevages. Apparemment, ce n'est pas si simple. Pour faire tourner cette machine si fragile, Damien travaille 12 heures par jour, quasiment 7 jours sur 7. Et c'est pas difficile d'être enfermé toute la journée? Surtout l'été. L'été, c'est plus dur. Parce qu'il fait beau dehors, vous regardez la fenêtre, mais bon, le boulot, c'est à l'intérieur. Qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, le boulot est toujours le même. Ouais, en fait, vous êtes comme les cochons, vous êtes à l'intérieur. Hein. Pareil. Dans une semaine, 150 porcs partiront à l'abattoir. Ce matin, il faut sélectionner les plus gros. Encore attendre le jour, celui-là sera bon. Damien ne sait pas sous quelle marque sera vendue sa viande. L'éleveur sait simplement qu'elle est destinée à la grande distribution. Vous allez gagner combien sur un porc? Alors, vu le cours du porc aujourd'hui, il est à 1,60, on va toucher à peu près 155, 156 € du porc. Et vous, directement, vous, en tant qu'éleveur, ça va être quoi votre bénéfice là-dessus? Quand vous allez avoir déduit toutes les charges, l'alimentation, l'investissement, il va rester 25 €. 20-25 € par porc. En vendant du cochon à 155 € le porc. Alors quand le porc il est à 120 €, vous voyez ce qui reste. Trimer toute l'année sans avoir la garantie de gagner correctement sa vie. C'est le dur quotidien des éleveurs. Comment en est-on arrivé là? Après tout, ça avait l'air sympa ces petits élevages à la ferme.
Dans les années 30, on élevait encore les cochons en extérieur. On leur faisait même des gratouilles. À l'époque, il y avait 500 races de porcs en France. Et puis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il a fallu nourrir les Français après des années de privation et développer les zones rurales comme la Bretagne. On a demandé aux éleveurs de mettre les animaux dans des bâtiments et de rationaliser la production. Et c'est dans ces usines à viande, propres et froides comme une clinique, en métal inoxydable, que seront élevés les porcs et les poulets de demain. On a croisé les races, sélectionné les animaux les plus performants et obtenu le cochon moderne, un porc tout rose et standardisé. Les généticiens ont réussi à augmenter le nombre de tétines et la taille des portées. Les cochons ont grandi plus vite, avec 3 fois moins de gras. Pour créer l'animal parfait, les entreprises de sélection génétique et même la recherche publique investissent des millions d'euros. Dans la catégorie produits, voici les dernières nouveautés, présentées comme des voitures, avec toutes les options. Si vous cherchez un reproducteur qui résiste au colibacille K88, eh bien prenez donc P88. Si vous voulez du costaud, choisissez plutôt Musclor. Sinon, il y a aussi le porc résistant au stress. Pas mal. Un système hyper sophistiqué qui a tout prévu, mais dans lequel on n'a plus le droit à l'erreur. Julien y a cru dur comme fer. Cet élevage, c'était le rêve de sa vie. Bon là tu vois, on peut pas aller plus loin, il y a une chaîne. En quelques mois, il a tout perdu. Alors voilà, c'est l'endroit où j'ai travaillé pendant 6 ans comme chef d'exploitation. Il y avait 150 truies. Comment ça s'est passé? Au début, tout allait bien, c'est ça? Oui, tout allait bien, ça marchait très bien. Puis voilà, il y a eu un petit pépin qui est arrivé au niveau sanitaire. C'est quoi le pépin? Des diarrhées sur les porcelets, je perdais tous mes porcelets. Une fois que ce problème a été réglé, j'ai eu mes truies qui crevaient. Je pouvais en perdre jusqu'à 4-5 par semaine. Et quand tout ça s'installe, plus la crise financière, vous imaginez bien que très vite, on se retrouve embêté, quoi. Il y a 1 an et demi, il a mis la clé sous la porte, comme des centaines d'éleveurs chaque année. Mais ces histoires-là, en Bretagne, on ne les raconte pas. Est-ce qu'il y a une vraie loi du silence dans ce milieu? Parce que vous, par exemple, aujourd'hui, vous me parlez, mais vous ne voulez pas être reconnu, vous voulez témoigner anonymement? Oui, je veux pas être reconnu parce que je n'ai pas forcément envie de retrouver demain mon portail peint parce que ça aura déplu à certaines personnes, mais quelque part, tout le monde connaît le système, mais quand on y est, on y est pris dedans, donc on ne peut pas dire grand-chose. Donc voilà, il y a des gens qui sont dedans, qui sont malheureux, mais qui continuent. Et puis, ce qui donne aujourd'hui dans le monde agricole le taux de suicide le plus élevé. Voilà, il faut savoir que derrière, il y a de la souffrance aussi, quoi. Julien n'a jamais vraiment su de quoi souffraient ces animaux. Il avait pourtant suivi à la lettre toutes les recommandations de la coopérative dont il faisait partie. Une organisation omnipotente qui lui vendait les truies, la nourriture, les médicaments et qui achetait au final les cochons qu'il produisait. Donc ça, c'est les conditions dans lesquelles on vous demande de produire, c'est le cahier des charges. Afin d'être au plus près de ce qu'ils nous demandent, quoi. Est-ce que vous aviez l'impression de produire de la qualité? En tant que possible. Après, dans la pratique, c'est pas toujours possible. On nous vend des produits et on nous dit que ça va aider le cochon. Non, pas du tout. Il y a des cochons qui arrivent en fin d'engraissement avec des poumons catastrophiques. Et pourquoi? Parce que la pression bactériologique est tellement forte et le cochon étant à 60 cm du caliboutis, il respire tous ces gaz. On vous demande de produire sainement. À partir du moment où ils sont pas bien, vous mettez des médicaments, ça veut dire que c'est pas sain. Est-ce que vous, par exemple, vous mangiez les porcs que vous produisiez? Non. Vous mangiez pas les porcs que vous produisiez? Je mangeais pas les cochons que je produisais. Et pourquoi? On sait ce qu'on produit, donc on n'a pas forcément envie de manger ce qu'on produit toujours, quoi.
Ça me fait peur quand même quand vous dites ça, parce que Ouais. c'est vraiment pas rassurant quand un ancien éleveur vous dit ça. Parce que quand même, on peut se dire que tout le monde vante la qualité. Aujourd'hui, on dit, bon, les techniques de production, c'est une chose, mais on fait quand même de la viande de qualité. Pour vous, on fait pas de la viande de qualité? Non, pour moi, non. On produit de la viande, quoi. On produit, voilà. Il y a des temps à respecter. On n'a pas le temps de respecter tout ça, donc on peut pas. Même si on a des cahiers des charges, même si on veut faire le mieux possible, et c'est ce qu'on cherche à faire, il y a un moment donné, il y aura toujours un maillon faible dans la chaîne qui va faire que, cette qualité sera pas au rendez-vous. Produire de la viande, alimenter la filière. Et tant pis si tous les animaux ne sont pas de bonne qualité. Derrière les éleveurs, il y a un autre acteur de l'industrie agroalimentaire qui attend. Ce sont les abattoirs. Vous atteignez la destination. Un monde encore plus discret que celui des éleveurs. Nous avions demandé à pouvoir filmer dans l'établissement où Julien envoyait ses bêtes. Sans succès. Après des semaines de négociations, j'ai fini par décrocher l'autorisation, rarissime, de pouvoir filmer dans un abattoir. Je suis sur le point de découvrir un univers qui me hante encore aujourd'hui. Bonjour, ça va? Là, ça a déjà commencé? Oui, c'est déjà commencé, donc oui. L'abattoir donc a démarré à 5 heures. Cette entreprise a accepté notre caméra à condition de ne pas citer son nom. On va prendre les tenues de travail pour entrer dans l'usine. Alors, je vous avoue quand même que j'appréhende, parce que j'ai jamais visité d'abattoir. Non, vous inquiétez pas. J'espère que je vais supporter. Non. Pourquoi vous ne supporteriez pas? Je sais pas, c'est un peu... je sais pas. Non, vous inquiétez pas. Non. Vous, là, vous vous souvenez de la première fois que vous avez... Moi, en fait, je suis enfant d'agriculteur. Donc, j'ai vécu dans le milieu agricole depuis ma naissance, en fait, quoi. Et mes parents, donc, élevaient également élevaient des cochons, puisque maintenant, ils sont en retraite. Donc, j'ai baigné dans ce milieu-là depuis... Donc ça vous a pas impressionné la première fois? Non, et puis sincèrement, c'est pas si impressionnant que ça. Non, sincèrement, vous allez voir. Bon. Là, voilà. Une fois entré dans ce que tout le monde appelle ici l'usine, tout n'est que bruit, vapeur et odeur. Mon guide s'appelle Eric. C'est le responsable qualité. Ah oui. Avant d'entrer dans la chaîne de production, les cochons sont parqués dans ce hall immense. Il y en a combien là? Donc là, nous avons 3000 places de stockage de cochons. Il y en a beaucoup quand même, Comment? Il y en a beaucoup, Oui. Mais là, oui, c'est bien, ils sont calmes là. Là, ils n'ont pas l'air stressés, ouais. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Là, vous voyez, c'est calme. Le bruit, on n'a pas trop de bruit. On est dans une ambiance qui est tout à fait correcte. Ouais. Ceux-là sont arrivés il y a 2 heures. Ils terminent leur nuit. Comme tous les matins, 5000 cochons vont être abattus. Chaque année, on en tue 24 millions en France. Il y en a combien là qui arrivent? Là, il doit y avoir 160, 200 porcs à peu près. Bonjour. Ça va bien? Oui. Bonjour. Oui. Donc, vous êtes le vétérinaire? Je suis technicien vétérinaire. Technicien vétérinaire, Voilà. d'accord. Et là, vous regardez ceux qui vont rentrer, c'est ça? En fait, non, on regarde tous les porcs un par un. Et si on voit un porc anomalie, on le met de côté. Voilà. Un simple coup d'œil aux cochons pour déceler les anomalies les plus visibles. Mais pas le temps de faire beaucoup plus. Les porcs sont trop nombreux. Depuis ce matin, une quinzaine d'animaux a été mis de côté. Alors, il y a des porcs qui ont des hernies, des porcs qui ont des difficultés de déplacement. C'est des incidents d'élevage. C'est quoi un incident d'élevage? Un incident d'élevage, l'éleveur, par exemple,
À la naissance de l'animal, il fait différentes opérations sur le porcelet et il peut s'avérer qu'il y a eu un problème de désinfection d'un outil ou quelque chose comme ça. Et ça donne une hernie, c'est des hernies en fait. La grosse boule là qu'on voit, c'est des hernies, ouais. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme problème sur les porcs? Là, vous voyez celui-là, celui qui est un peu plus rouge là, il a des abcès un peu aux pattes arrière. Ils vont être regardés par mes collègues là-bas sur la chaîne de l'abattoir et ils vont être mis de côté et après on va enlever là-bas les parties qui sont pas bonnes. L'immense majorité des porcs passe le contrôle sans souci. Mais le personnel de l'abattoir est confronté à un autre problème, le stress. Ces animaux qui ont à peine 6 mois voient le monde extérieur pour la première fois. Certains ont voyagé dans des conditions difficiles. Plus intelligents qu'un chien, très sensibles, ils sont capables de sentir le danger. Là, vous les arrosez pourquoi? Les calmer. Et pourquoi c'est important qu'ils ne soient pas stressés? Après, pour la qualité de la viande, c'est une importance, c'est fondamental. Pour le bien-être animal et pour la qualité de la viande. Voilà. J'ai demandé à pouvoir suivre un cochon de son arrivée jusqu'à l'emballage de la tranche de jambon. Le responsable de la chaîne d'abattage me désigne une femelle qui lui semble en bonne forme. Je la marque pour la repérer sur la chaîne. Mais pas le temps de traîner. À partir de maintenant, tout doit aller très vite. Grâce à un redoutable système de panneaux coulissants, les porcs sont dirigés vers ce qu'on appelle le piège. C'est là que tu dis au revoir? Ouais, c'est la prochaine. Voilà. Là, vous pouvez dire au revoir. Alors, venez là. Le piège, c'est un couloir de 15 mètres, au bout duquel chaque cochon va recevoir un choc électrique. Et là, il souffre pas? Non. Ça s'appelle ça l'étourdissement. Voilà, c'est le terme vraiment approprié. Donc ils sont encore vivants, mais ils sont étourdis. Voilà, ils sont étourdis. J'ai mal à regarder. Une fois étourdis, les cochons sont saignés. Et là, c'est la mise à mort. On s'habitue? Oui. Voilà le cochon. Vous vous souvenez de la première fois que vous êtes venu ici, vous? Oui, la première fois, ouais. C'est comment? On a failli faire demi-tour. La première fois que je suis rentré ici, il y a plus de 21 ans, on a failli faire demi-tour. Pourquoi? Jamais que je me suis dit que je serais jamais resté, et ça fait 20 ans que je suis là. Pourquoi vous êtes venu? Parce que pour moi, c'était un métier d'avenir, et puis bon, il y a du travail, et puis maintenant... Mais pourquoi vous avez voulu faire demi-tour la première fois? À cause de l'odeur, du sang, tuer un animal, c'était dur, et puis maintenant on s'y habitue, parce que c'est comme ça, c'est partie de la vie, et puis... Vous êtes toujours là? C'est bien, parce qu'en général, ces images, aucun consommateur n'a envie de les voir. Mais ce système est si parfaitement organisé qu'il banalise la mort. Industrielle, mécanisée, elle finit presque par devenir supportable. « 5000 bêtes abattues en quelques heures, ça ne choque plus personne. Après tout, il faut bien se nourrir. » Le cochon que nous suivons a été tué il y a 5 minutes. Il entame maintenant un parcours de 24 heures. Il commence par être égoutté, trempé dans l'eau chaude, épilé, puis chauffé. Pourquoi ils sont brûlés? Pour décontaminer sous la carcasse, pour les bactéries. Une fois ouvertes, les carcasses sont toutes contrôlées visuellement par des techniciens. Et là, surprise, mon cochon est malade. Au revoir, Michel. Il est consigné. Ah mince. Il est consigné. Il est consigné? Ouais. Pourquoi? Il a les poumons collés.
Ah bon? Donc ça se voit pas en porcherie. Mais pourquoi il a les poumons collés? Parce qu'il a dû faire un problème respiratoire dans les porcheries, on ne sait pas. Qui a vu? Donc du coup, ça veut dire que vous l'enlevez de la chaîne de fabrication? Ouais, il va être signé. Ah, pas de bol. Pas de bol. Pas de bol. Il avait un bon aspect, puis... La carcasse a été écartée de la chaîne pour que la vétérinaire puisse l'examiner. Il y avait une pleurésie chronique. Donc les parties qui ont été retirées sont les coffres, donc la plèvre, et il n'y a pas de risque sur l'ensemble de la carcasse. Donc seules les parties qui ont un risque ont été retirées. Donc le reste de la carcasse, elle part pour l'alimentation humaine. Cet incident est loin d'être un cas isolé. Chaque jour, près de 200 porcs sont partiellement ou totalement retirés de la chaîne. Mais les inspections restent visuelles. Il n'y a pas de prélèvement systématique sur chaque animal. Difficile d'être certain que rien n'échappe au contrôle. Notre cochon et tous ceux qui n'ont pas été écartés de la chaîne continuent eux leur chemin, de main en main. La moindre partie de l'animal va être découpée et exploitée. Les foies sont utilisés pour faire du pâté de foie, sont vendus comme ça en l'état. Les cœurs peuvent être également utilisés et les poumons sont d'alimentation animale. La tête finira en pâté, la poitrine en lardon. Et la peau sera utilisée pour faire de la gélatine. Même la moelle épinière est récupérée, tout comme la graisse. C'est donc bien vrai, tout est bon dans le cochon. Ces oreilles là? Voilà. Et qu'est-ce que vous en faites de ces oreilles? Donc, elles sont refroidies, ensuite elles sont mises en carton pour être congelées. Et après c'est expédié sur la Chine. Les oreilles et les pieds pour la Chine. Nous, on garde la cuisse, le jambon, notre partie préférée du cochon. On n'en a même pas assez pour satisfaire la demande française, alors on est obligé d'en importer. Cette formidable machine à produire moins cher a aussi fabriqué des consommateurs toujours plus voraces. Pour satisfaire cet appétit, des ouvriers sont mis à rude épreuve. Cadence, tâches répétitives, accidents du travail. Les abattoirs tuent des cochons. Ils broient aussi des hommes. Les ouvriers d'abattoir, on ne les entend jamais. Très peu osent parler. J'ai rendez-vous avec 3 d'entre eux qui travaillent chez GAD, l'un des plus grands abattoirs de Bretagne. L'entreprise va très mal. Le site menace de fermer. Ils n'ont plus rien à perdre. C'est peut-être pour ça qu'ils ont accepté de me rencontrer. Ils ont donné toute leur vie à leur usine et aujourd'hui ils sont en sursis. Bonjour. Bonjour. Livia. Bonjour. Bonjour. Vous avez faim? Ouais. Bon, on va se mettre là. Hop. Je vais emmener la jolie nappe à carreaux. Vous m'aidez? Hop. Je pense que pour bien comprendre d'où vient notre viande, de pique-niquer devant l'abattoir où on voit les cochons arriver, je pense que ça, c'est cohérent. Ça, on sait d'où ça vient et on comprend bien la valeur de ce qu'on mange. Alors vous, est-ce que vous en mangez de tous ces produits industriels? Charcuterie tout le temps. Tout le temps? Ouais. Ah oui, régulièrement. En Bretagne, celui qui mange pas de charcuterie, C'est pas un breton. c'est pas un breton. Et vous, Patrick? Moi, j'achète plutôt sur les petits marchés. Moi. Alors là, il y a une contradiction entre ce que vous faites de la nourriture industrielle, mais vous ne la consommez pas toujours, c'est ça? Voilà. Je préfère me priver et acheter du bon. C'est vrai. Ce métier, ils ne l'ont pas vraiment choisi et n'en parlent pas beaucoup. Difficile pour ces salariés de mettre des mots sur un quotidien qu'ils ne supportent plus. Debout à 3 heures tous les matins, pour à peine plus que le SMIC. Ils se voient comme les sacrifiés du cochon. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous? Le froid, le bruit. J'entends plus les bruits, les aigus. Vous voyez ce que c'est qu'une yaourtière?
Quand elle sonne, je l'entends pas. C'est surtout moralement, quoi. C'est fatigant, surtout. Quand vous dites moralement, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est... Il y a la souffrance derrière tous ces produits-là. Ah oui, la oui, souffrance, mais la bon. misère, tout ça pour... Les cochons sont mieux traités que nous. C'est pas une boutade, hein, c'est vrai. Parce qu'ils ont une valeur marchande. Nous, on a une valeur de dépense. S'ils pouvaient se passer d'un ouvrier, en tant qu'ils l'auraient fait. Hein. Et quand on parle de bien-être animal, vous, ça vous parle? Quand il y aura le bien-être pour les ouvriers, peut-être qu'on reparlera du bien-être animal. Ouais. Parce qu'on a jusque-là du bien-être animal. Et on leur fait pas de mal aux animaux. Est-ce que vous parlez de votre métier autour de vous? Les gens, ils ont quoi comme image de ce métier? C'est un boulot de chien. Oui, voilà. On est déconsidérés. Les gens imaginent que l'ouvrier d'abattoir, il a 4 neurones qui se battent en duel. Quand on nous dit dans la région, tu travailles chez GAD, ah mon pauvre gars, je te plains, ou ah mon pauvre gars, t'avais pas grand-chose en tête pour pouvoir échouer là. Quoi. Et si c'était à refaire, vous travailleriez à nouveau dans un abattoir? Si Non. vous pouviez tout recommencer? Non, moi je Ah ne non. ferais pas. Dans la nature, moi. Vous auriez travaillé Dehors. dehors? Ah ouais. Plus enfermé. J'ai été émue par le sort réservé aux cochons. Ces hommes, eux, m'ont bouleversée. Et demain matin, c'est reparti, quoi. Ah, demain matin, ça repartirait. Comment ils font les gens pour tenir au jour le jour? Ils prennent ce qu'il faut. Ceux qui ont des douleurs trop importantes, ils prennent des antidouleurs avec tous les dégâts que ça peut faire à côté. Ceux qui ne dorment pas, ils prennent des cachets pour dormir, du bédo, de la marijuana, de l'alcool. Chacun a sa technique. Hein. De toute façon, tous autant qu'on est, on essaie de gamberger, de penser à autre chose. Hein. Ça permet de tenir le coup. Oui. Il n'y a pas de pause, quoi. Nous, on n'a pas de pause. C'est la machine qui commande. Hein. C'est elle qui donne le rythme. C'est un circuit intégré, quoi. Je te tue, je te mange et tu me tues à la longue. Ah oui. Ouais, c'est monstrueux. Ouais. Mais proposez-moi autre chose à la place qui embauche autant de monde et qui fasse vivre autant de personnes. C'est sûr que moi, je suis en pleine contradiction avec ce que je pense réellement, mais je suis le mouvement parce que pour le moment, j'ai pas d'autre solution. Merci beaucoup, Patrick. Depuis notre tournage, l'abattoir a fermé. L'avenir de Patrick, Yvon, Jean-Jacques et 886 salariés est aujourd'hui entre les mains d'un potentiel repreneur. Si la Bretagne est en crise, c'est entre autres parce qu'ailleurs en Europe, on élève et on tue des cochons pour moins cher. Mais au lieu de remettre en question un système qui ne tient plus ses promesses, on continue la course à la compétitivité. Plutôt que de freiner, on accélère. On veut augmenter les cadences, la production de cochons et même agrandir les porcheries. C'est la volonté de Marc Le Fur, député des Côtes-d'Armor. Est-ce qu'on peut parler un peu du porc ou pas? Un fervent défenseur de l'élevage intensif. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller vers des élevages plus grands, vers une plus grande concentration pour pouvoir rivaliser avec des exploitations qui sont plutôt géantes ailleurs, il faut des bâtiments modernes. Pour garder nos usines, il faut au moins maintenir, stabiliser, voire augmenter la production. Nous, on veut garder nos emplois. Je suis breton. Si on me propose de construire chez moi des moteurs d'avion, je prends l'usine. Et personne ne me propose de construire des moteurs d'avion. Donc je préfère garder et maintenir l'emploi tel qu'il est avec l'agroalimentaire. Même si je le sais, les conditions de travail sont dures. Même si je le sais, les salaires sont modestes. Au moins, le papa et la maman, ils travaillent. Ils élèvent correctement leurs enfants. C'est ça que nous devons défendre. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est une demande mondiale. Et la France doit avoir sa place pour répondre à cette demande mondiale. Je pense en particulier à la demande russe ou à la demande asiatique. Donc pour maintenir l'emploi, il va falloir aussi continuer à consommer toujours du cochon, en fait, et toujours beaucoup de c'est un cochon. excellent produit, le cochon. Surtout le cochon breton. C'est un excellent produit, très bon pour la santé et très gustatif. Je le conseille à chacun. C'est simple en fait. Si on ne veut pas jeter sur la paille des familles entières d'ouvriers et d'éleveurs, on n'a pas le choix. Il faut manger du saucisson, du jambon, sans se poser de questions. Après tout, pourquoi pas? C'est bon le jambon, c'est sain et diététique. Enfin, jusqu'à preuve du contraire.
Alors pour le vérifier, j'ai voulu retrouver la cuisse du cochon que j'ai suivi à l'abattoir. Vous vous souvenez ? On m'avait promis de me montrer la fabrication du jambon. Au dernier moment, l'entreprise a changé d'avis. Mais ce que je comprends pas, mais c'est quoi la raison? Pourquoi on peut pas tourner la tranche de jambon? Je vous répète ce qu'il m'a dit. Pas d'image chez nous. Pas d'image chez nous. Je ne vais pas dire qu'il y a des secrets, il y a des choses à cacher, c'est pas du tout ça. Mais bon, il y a des installations qu'on ne souhaite pas montrer. Bon. Bah merci quand même. Au revoir. Décidément, pas facile à suivre, mon petit cochon. J'ai contacté les grandes marques de jambon blanc, les marques distributeurs, une par une. C'est dingue d'ailleurs le nombre de références qu'on peut trouver dans un rayon. Bref, j'ai contacté tous les fabricants et tout le monde a refusé de me dire ce qu'il y avait dans ma tranche de jambon. Alors j'ai employé les grands moyens. Je suis partie à Nantes, dans l'un des plus grands laboratoires d'analyse génétique de France. Ici, des scientifiques travaillent pour la justice, sur de grandes affaires criminelles, comme les disparus de Mourmelon ou l'affaire Dupont de Ligonnès. J'ai joué aux experts, version charcuterie. Je leur ai demandé d'analyser l'ADN de 4 tranches de jambon, de différentes marques. Le résultat est étonnant. Pour faire les prélèvements sur les tranches de jambon, en fait, on a observé les tranches et on a ciblé des prélèvements sur des zones qui nous paraissaient différentes. Par exemple, ici, on voit bien qu'il y a une zone un peu plus foncée. Donc, on a fait un prélèvement dans cette zone, un prélèvement sur une zone plus claire et comme ça, 4 prélèvements sur chaque tranche. Donc alors, ça a donné quoi, ces analyses ? Alors, à partir du jambon du boucher charcutier, on a eu un ADN unique, donc montrant la présence d'un seul individu. À partir d'un des jambons de grande surface, on a eu ce même résultat, donc un ADN unique. Et à partir donc, des 2 autres prélèvements de jambon, donc de grandes marques et de marques de distributeurs, on a retrouvé des mélanges, donc laissant penser que dans la tranche de jambon, il y avait plusieurs cochons, donc de la viande provenant de plusieurs animaux, et au moins 3, d'après les résultats qu'on a obtenus. Quand vous dites au moins 3, ça veut dire qu'il peut y en avoir plus ? Oui, il peut y en avoir plus. S'il y a des individus apparentés dans les mélanges d'ADN, on ne va pas pouvoir forcément les différencier, les dissocier au sein d'un mélange. Donc c'est pour ça qu'on donne un résultat en disant au moins 3. Est-ce que vous, ça vous a surpris, ça ? Oui, j'ai été assez surprise. Oui, en tant que consommatrice de jambon de grande marque, je ne m'attendais pas à ce résultat. Je pensais qu'effectivement, un jambon, ça provenait de la cuisse d'un cochon ou du cul du cochon, et voilà, et que je retrouvais qu'un seul animal dans la tranche, et c'est pas le cas. Moi aussi, j'ai halluciné. Plusieurs animaux différents dans la même tranche de jambon. Et pourquoi pas de nationalités différentes pendant qu'on y est ? Même la couenne est rajoutée. Ah oui, j'allais oublier. La couleur rose non plus n'est pas d'origine. En fait, le jambon est un produit reconstitué, hyper transformé, bien loin de l'image que l'industrie veut nous vendre. Alors ce jambon industriel a-t-il au moins un intérêt nutritif ? J'ai demandé à 60 millions de consommateurs d'analyser 10 marques de jambon. J'ai réuni le rédacteur en chef du magazine, une ingénieure agroalimentaire et un nutritionniste pour me commenter les résultats. Vous avez analysé une grande partie des jambons qu'on a sur la table. Là, je pense qu'on a à peu près vraiment tout ce qu'on peut trouver dans un supermarché, chez un charcutier. Alors, est-ce que ce jambon est bon ? Sur ces jambons, on a analysé justement la teneur en protéines, la teneur en collagène, en matières grasses et la teneur en nitrites et nitrates qu'on peut trouver dans ces jambons. Ils respectent les règles qu'ils ont d'ailleurs plus ou moins fixées eux-mêmes, puisque c'est des professionnels, mais il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de fraude. On est juste à la rampe, quoi, et on ne va pas au-delà. Après, le bémol, ça reste qu'il n'y a aucun jambon préemballé qui ne contient pas de nitrites. C'est quoi les nitrites et ça peut être quoi le risque si on en consomme trop ? Les nitrites sont des conservateurs, évitent le développement de micro-organismes et du botulisme. Malheureusement, les nitrites aussi peuvent se transformer en nitrosamines dans l'organisme et on a des interrogations en termes de potentiellement d'émergence de certains types de cancers digestifs. Mais encore une fois, c'est des interrogations que l'on a. Donc, si vous voulez, il ne faut pas en prendre trop. Pour autant,
On ne peut pas dire que c'est un poison, c'est un aliment tout à fait basique. On mange de la protéine. On mange de la protéine qui est ni bonne ni mauvaise, insipide. Alors comme elle est insipide, on rajoute de l'arôme jambon, de l'arôme viande, de l'arôme ceci, de l'arôme cela. On ne va pas s'empoisonner avec, mais ce n'est plus le jambon que l'on imagine. On ne mange pas que de la protéine, puisque dans ces jambons, on rajoute du sel, on rajoute du sucre, on rajoute quand même beaucoup d'additifs aussi, donc c'est pas que de la protéine. Il y en a un qui m'a marqué, c'est celui-là, parce que quand on appuie dessus, en fait, on voit, il y a plein d'eau dedans. Enfin, on a l'impression, quoi, je sais pas ce que c'est. À nos analyses, c'est celui qui avait le plus d'eau, d'ailleurs, celui-là. Mais alors, du coup, quand vous payez votre jambon, enfin, je sais pas combien il coûte, mais vous achetez de l'eau avec. On paye l'eau aussi, oui. Ça vous rassasie pas. Ça, c'est intéressant uniquement, je dirais, en termes de dépannage. Or là, beaucoup de gens, par facilité, vont prendre ça, vont en consommer, et finalement, ils vont avoir faim. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'il faut plutôt se tourner vers des produits de charcuterie? Ah, si on a un bon charcutier, il vaut mieux prendre ce jambon, celui-là, qui est un vrai jambon, avec du goût, avec de la texture, qu'on peut mâcher, qui est bien meilleur et qui est à peine plus cher que les jambons, je dirais, haut de gamme, les jambons supérieurs du supermarché. Et franchement, c'est même pas le même produit, quoi. C'est pas le même produit et c'est à peu près le même prix. Ah, le fantasme du bon jambon du charcutier, produit dans un élevage où les cochons sont heureux et les éleveurs aussi. Ben vous savez quoi? Ça existe. Allez, venez. Allez, oui, Capucine. Ici, les cochons ont tous un prénom. Sabine élève des porcs près de Toulouse depuis 15 ans. Dans cet élevage, aucun critère de productivité. Tout se fait au feeling. Ces cochons ne sont ni roses ni standardisés, des races rustiques. Elle les garde 3 fois plus longtemps que dans le système intensif. Alors avec le temps, forcément, on s'attache. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on tisse comme lien avec un cochon? C'est très affectif parce que on peut avoir un relationnel qui est un peu le même qu'avec un chien. Très vite, on rentre dans le même genre de relation parce que le cochon, il est très joueur, très sensible. Le cochon aime la boue, aime fouiner. Et paradoxalement, c'est à cet animal-là qu'on a imposé le plus de conditions de claustration. Bon, je pense que tant que je peux leur garantir une vie à peu près heureuse et qui ne souffre pas, ils me le rendent quand... bon, voilà, ils me le rendent parce que c'est comme ça que je fais mon revenu, que je nourris ma famille, que j'espère un jour pouvoir peut-être embaucher quelqu'un pour ne pas être toute seule. Sabine vend ses côtelettes et sa charcuterie sur les marchés. Certains de ses cochons finissent dans les boucheries du coin. Son prix de vente est un peu plus cher que dans l'élevage intensif, mais pas de quoi rouler sur l'or. Bon, c'est sûr que moi, avec mes 12 truies, je brille pas, je suis pas riche et je m'en sors à peine. Mais il y a beaucoup d'éleveurs aussi qui ont peut-être 500 truies, mais qui brillent pas non plus, qui sont en cessation d'activité, qui ont des problèmes aussi. Donc je dis pas, je m'en sors peut-être pas beaucoup mieux, mais au moins je fais du mieux que je peux pour que les animaux soient bien, quoi. Et puis je fais un métier que j'aime. C'est sûr, ça fait rêver. Mais pour nourrir une planète de plus en plus carnivore, il va en falloir beaucoup des Sabines. Certains y croient pourtant. René Loy a possédé un élevage intensif pendant 20 ans, avant de partir en guerre contre le système. Il est devenu l'un des porte-parole des petits paysans. Pour lui, l'élevage alternatif pourrait être une solution, à condition qu'on s'en donne les moyens. Est-ce qu'on pourrait demain faire du plein air ou du bio pour tout le monde? Est-ce que ce serait réaliste? On peut avoir des élevages avec des techniques de production alternatives géniales. Moi, je crois à une agriculture où les gens sont heureux de faire leur métier. Ils sont heureux parce qu'ils n'ont pas envie d'être claustrés comme le sont les cochons. Ça, c'est possible. Il faut qu'on travaille avec les chercheurs, qu'on travaille avec les consommateurs, mais qu'on arrête de soutenir autant l'agriculture industrielle. On fait comme s'il y avait que l'agriculture industrielle. Mais c'est pas vrai. On peut faire autre chose de vivant, et on peut en plus installer des jeunes, alors que dans le système industriel, on ne peut plus l'installer. Les outils coûtent tellement cher que les jeunes qui voudraient travailler, qui voudraient venir à la terre, ne peuvent plus acheter ces outils parce que c'est des mastodontes épouvantables.
Mais aujourd'hui, quand même, ce système a fait des efforts. Ils tentent de diminuer quand même la consommation de médicaments. Ils se sont mis aux normes pour respecter et améliorer un peu le bien-être animal. Est-ce que vous pensez que ce système ne peut pas à un moment donné devenir vertueux? Peut-être. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'effort de fait. C'est pas ça. Et surtout, je ne veux surtout pas culpabiliser les agriculteurs. La question, c'est que c'est cette machine infernale dans laquelle on est, c'est toujours concentrer plus pour arriver à avoir des prix, des coûts de production plus faibles. On ne produit pas des biens alimentaires comme on produit des parpaings, que je sache. Mais à qui aujourd'hui profite cette industrie? Parce qu'on voit des éleveurs qui vont pas très bien, on voit des abattoirs qui ferment. Ça profite à qui, ce système, aujourd'hui? Ça profite au lobby. Et puis, ce qu'on ne dit pas, c'est l'exigence de la grande distribution. La grande distribution met une pression très forte sur les organisations économiques, les groupements de producteurs, qui eux-mêmes remettent plus de pression sur les producteurs pour toujours gagner quelques centimes de l'œuf ou du kilo de cochon. Donc ça c'est pas tenable. Ça y est, j'ai compris. Tout ça, c'est de la faute de la grande distribution. Ceux qui obligent tout le monde à produire moins cher. J'aurais bien aimé rencontrer les leaders du marché pour leur parler de leurs marges. Mais bizarrement, ils ont refusé. Seul le numéro 4 du secteur a accepté une interview. Pour le porte-parole de cette enseigne, le coupable est ailleurs. Si on en est arrivé là, c'est de la faute de... Devinez qui? Pourquoi tout le monde vous montre du doigt dans cette Mais histoire? pourquoi tout le monde nous montre du doigt? Pourquoi on nous accuse d'avoir des marges? On nous juge au travers des prix. Le consommateur, il est un peu bipolaire, ou il est un peu schizophrène. C'est-à-dire que ce qu'il recherche quand il va dans un magasin, malgré tout, souvent, en majorité, c'est le prix. Et quand vous l'interrogez sur est-ce que vous êtes prêt à faire un effort, on ferait un micro-trottoir ici, je suis sûr que vous auriez cette réponse. Est-ce que vous êtes prêt à payer un peu plus cher pour la qualité? Tout le monde va vous dire oui. Mais quand ils sont devant le rayon, les gens oublient, si vous voulez, ces déclarations et regardent le prix. Donc c'est ça, en fait, notre difficulté. Tant que les leaders, les autres, les leaders, seront dans cette guerre des prix, eh ben, on sera obligé d'aller dans cette recherche du prix. Le prix, toujours le prix. Mais en même temps, y a-t-il autre chose qui puisse vraiment aider le consommateur dans son choix? Il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent l'aider à choisir. Par exemple, sur les étiquettes, il n'y a absolument aucune indication sur le mode d'élevage, sur l'alimentation des animaux. Il manque des choses quand même. Alors, ça fait combien de centimètres carrés, un truc comme ça? Oui. Pas beaucoup. Non, mais regardez les mentions légales. Il y a tout ça qui est pris quand même pour... Je ne suis pas persuadé que l'ajout de renseignements sur la façon dont le porc a été élevé et la façon dont il a été abattu aurait... aiderait au choix. Ce qui sert... ça marche pour les œufs. Les œufs, c'est quelque chose qui a fonctionné. À un moment donné, il y avait une transparence. Le consommateur sait maintenant, il fait ce qu'il veut, mais il sait si ça a été des poules en cage, en plein air, quel type d'alimentation. Ouais, mais alors, le premier marchand de jambon qui, en France, va montrer les porcheries avec 3000 cochons dans sa pub... Celui-là, je l'attends. Regardez, là, sur les œufs. Bon, là, plein air, les poules sont dehors. Bon, ça marche bien. Ensuite, alors, ils sont obligés maintenant. Il y a la législation qui est obligée de marquer si ça a été poule élevée au sol. Là, je sais que les poules, elles ont été élevées au sol. Je vais leur poser la question, je vais dire, mais pourquoi est-ce que sur le jambon, on n'explique pas, on ne met pas... Ils vont me dire, ouais, mais bon, on va mettre en porcherie. Franchement, là, vous me posez une... Je suis d'accord avec votre constat et il va falloir que je trouve la solution. Je compte sur vous, alors. Je sais pas si j'aurai la réponse, mais au moins, je vais poser la question. Bon, en attendant que la grande distribution se remette en question, il y a peut-être une autre option. Et s'ils avaient raison, dans le fond? Si les seuls capables de faire évoluer ce mode de production, c'était nous. Nous, les gentils consommateurs, qui avons voulu manger beaucoup de porc, pas cher, tout rose, qui se conservent des semaines dans le frigo. On doit bien être capable de consommer différemment. J'ai rendez-vous avec un homme qui en est persuadé. Il est scientifique, écossais, et a eu une idée toute simple.
Il en a même fait un rapport très sérieux à l'ONU. Oui, Marc. Bonjour. Vous ne m'en voulez pas, j'ai commencé. Hein. Non, non, vous inquiétez pas. Je vous invite à goûter cette petite sélection de charcuterie. Ok. Et vous, les Anglais, vous mangez beaucoup de cochons? Ah oui, on aime surtout le bacon. Vous connaissez les œufs au bacon? Ah, voilà une spécialité que j'ai commandée pour vous. Voilà, c'est votre plat commandé qui est préparé avec les pieds de cochon, pané grillé, vous avez l'oreille de cochon, le museau, c'est ici. D'accord, merci. Je vous passe bonne dégustation. Merci, monsieur. Alors, je crois que je vais vous laisser le museau et je vais vous laisser l'oreille. Je suis pas sûre de... Je serais ravi de prendre l'oreille et le nez, mais seulement si vous prenez la queue et le pied. Là, on voit bien les deux narines. Mais là, on réalise. Là, on réalise vraiment d'où ça vient. Oui, il faut prendre conscience de la valeur de ce qu'on mange, et surtout des quantités. On consomme clairement trop de viande. En Europe, on mange 2 fois plus de porc que dans les années 70. Dans certains pays d'Europe du Sud, c'est 4 fois plus. On est passé d'une époque où on manquait cruellement de viande à la période actuelle où on en consomme bien au-delà de nos besoins. Et alors, c'est quoi la conséquence de cette surconsommation? Il y en a plusieurs. La première, c'est qu'une grande partie des céréales que nous produisons ne sert plus à nourrir les gens, mais à nourrir le bétail. On parle de sécurité alimentaire dans le monde, mais on n'a même plus assez de céréales pour nourrir la planète. L'autre problème, c'est que pour produire 1 kilo de viande de porc, on utilise 5000 litres d'eau. C'est beaucoup de ressources. Pour 1 kilo? Oui, et il y a énormément de gaspillage dans tout le système. En gros, pour mettre un morceau de porc dans notre assiette, nous avons besoin de 10 fois plus de ressources que pour un morceau de pain. À chaque fois que nous mangeons du porc, nous devons aussi avoir en tête que ça participe au réchauffement climatique, que ça pollue l'air, que ça affecte la biodiversité. Tout ça, ce sont des coûts auxquels on ne pense pas quand on mange de la viande. Si on incluait tous les coûts externes que coûte cette tranche de jambon, ce serait quoi son prix? Un prix beaucoup plus élevé. On a fait une étude en Europe. Si on inclut dans le prix le coût de toutes les formes de pollution liées à la production, ça nous donne 1 kilo de porc à 150 €. Le coût environnemental est 10 fois plus cher que la viande elle-même. Et donc, pour répondre à ce problème, vous préconisez une solution? Je me suis dit que nous avions besoin d'un nouveau mot. Il y a les végétariens, il y a ceux qui ont une alimentation dite normale, mais entre les deux, il n'y a rien. Alors j'ai inventé le mot demi-tarien pour désigner ceux qui mangent 2 fois moins de viande. Et tout le monde peut le faire. Quand vous regardez votre assiette, posez-vous une question. Est-ce que je peux manger la moitié de ça et apprécier quand même mon repas? Vous n'avez pas fini votre nez? C'est caoutchouteux. Ça craque un peu. Commencez-vous. J'aime ça, mais il faut pas en manger trop. Devenir demi-tarien. Consommer moins, mais mieux. Moi, j'y crois. Même si ça ne va pas être facile de se passer du cochon. Car voyez-vous, le porc, il y en a partout. Dans mon dentifrice, mon savon, mon shampoing, dans la plupart des cosmétiques, partout dans ma salle de bain. Dans mon frigo. Il sert même à fabriquer le jus de pomme. Les bonbons, le pain, les chewing-gums, les yaourts allégés, les aliments pour chiens, les gélules de médicaments. On peut le trouver dans des endroits insolites, comme le matériel électronique, la peinture, la colle, les pinceaux, dans certaines cigarettes ou encore dans les allumettes, le papier glacé, les billets de banque, les chaussures, les vestes en cuir. Le porc nous rend bien des services. Mais maintenant, je sais que quelque part, derrière tous ces produits, il y a des vies de cochons, pas toujours roses.